tout ce qui s'est passé était beau. C'est pas adapté comme terme, parce que c'était un moment terrible, mais dans ce moment terrible, il y a eu du beau chez les hommes. C'était un moment qui a montré que les gens étaient forts, les gens étaient solidaires. Moi, j'ai vu que toute cette humanité me fait dire que les terroristes ont peu de chance parce que tout ce que moi j'ai vu spontanément, les gens dans la rue, à l'hôpital, etc., font que c'est la meilleure des armes. Cette humanité, cette fraternité fait que les terroristes ne pourront jamais gagner. Rendez-vous avec, c'est le rendez-vous avec toute l'actualité politique, éco, sociale, culturelle et citoyenne. Une émission de Gilles Charles, présentée par Gilles Charles, animée par Gilles Charles. Tout Gilles Charles, en long et en large sur Droit Citoyen, le média libre et citoyen. Alors, rendez-vous avec, c'est reparti du lundi au vendredi, tous les jours de la semaine à 19h15 et bien évidemment sur tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va s'intéresser une nouvelle fois au monde de la politique. On reçoit un jeune retraité depuis quelques semaines, Jean-Louis Gagnère. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous après 2 mois de confinement? Très bien. Ça s'est bien passé? J'ai bénéficié de la retraite au moment du confinement, donc ça a été un peu particulier. Ouais. Donc je pensais pouvoir aller Faire voyager un peu. Ouais. Ah bah les voyages, ça va être compliqué là. Eh ben voilà. Mais bon, c'était très bien. On est dans une ville où c'est assez sympa, on a de la verdure autour et j'ai la chance d'avoir un jardin, donc tout va bien. Tout va bien. Et là, au niveau familial, pas de soucis, aucun souci, pas même de si personnes contaminées, pas de... une nièce, des petits-neveux qui ont eu le virus, mais bon, ça a été sans... Moi, j'ai une amie qui l'a gravité. attrapé au début et qui m'a écrit hier en me disant qu'elle a fait une rechute. Ah oui. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, j'ai l'impression, qui va traîner et qui va durer. De toute façon, il faut s'attendre à ce que ça revienne. Et donc, c'est pour ça qu'il faut prendre quand même quelques précautions. Et bon, ce qui est important, c'est qu'on a choisi de sauver les hommes avant l'économie. Ce qui est quand même assez rare. Mais l'économie va peut-être détruire les hommes. Ah, ça, c'est une question. Donc, après, il faut trouver toujours un bon compromis entre les uns et les autres. Il ne s'agit pas de nier l'un pour sauver l'autre. Mais maintenant, il faut qu'on retrousse les manches. Tout à fait. Alors, vous étiez député socialiste. Oui. Sous François Hollande, vous avez décidé de rejoindre... Et sous Nicolas Sarkozy, j'ai fait 2 mandats. Bien sûr. Mais à la fin du mandat de François Hollande, vous avez décidé de soutenir et de rejoindre Emmanuel Macron. Vous êtes devenu référent En Marche à Saint-Étienne, dans la Loire. Aujourd'hui, c'est quoi votre activité politique? À vrai dire, pas grand-chose. Parce que moi, j'avais décidé d'être dans un processus de transmission. Donc, je n'ai pas souhaité me représenter aux élections législatives, ce qui aurait été tout à fait possible pour moi. Et je pense que, vu le contexte, j'aurais été réélu pour un 3e mandat. Bon, j'ai souhaité passer la main. Et comme référent, j'avais bien dit que c'était à titre provisoire. Et donc, je voulais régler cette question parce que, j'ai eu 64 ans. Et je pense qu'il faut donner sa chance aux plus jeunes. Je n'ai pas dit aux jeunes, mais aux plus jeunes. Parce que moi, j'ai trop connu des politiques qui tiennent des grands discours sur le non-cumul dans le temps, et puis ils ont bloqué les places pour les plus jeunes qu'eux pendant trop longtemps. Pourtant, vous avez, entre guillemets, des amis du côté de Lyon qui ont plus de 70 ans et qui donnent l'impression de s'accrocher au siège. Eh bien... Pour pas dire au privilège. Je ne sais pas si c'est privilège, mais j'ai eu l'occasion de le dire et le dire au bon endroit. Je pense que ça a été une ânerie de l'investir. Et que j'aurais voté à Lyon. J'aurais choisi et soutenu David Kimmelfeld, que je connais très bien, qui a été mon homologue en charge de l'économie au Grand Lyon et qui avait assuré la succession de Colomb. Mais vous qui êtes un spécialiste de la politique, qui avez une belle expérience. Non, vous avez une belle entraînement. Comment on explique que quelqu'un qui était le roi de Lyon, j'ai envie de dire, qui est devenu ministre, d'un coup, il revient à Lyon, il veut reprendre sa place et il nous donne l'impression aujourd'hui de ne pas vouloir la lâcher, quoi. Ben, je pense que... C'est du pouvoir, c'est quoi? Non, quelque part, il a souhaité être ministre, parce qu'on ne devient pas ministre si on ne veut pas. C'était une forme de revanche par rapport à
toutes les occasions manquées parce qu'on lui avait tellement promis qu'il serait ministre sous Hollande, etc. Parce qu'il avait été aussi un très très loyal à Hollande. Hein. Voilà. Et bon, il a voulu faire la démonstration. Il a hérité du poste du ministère le plus compliqué. À part Premier ministre, c'est le plus compliqué. Il vaut mieux avoir 30 ans de moins pour l'exercer. D'ailleurs, ceux qui ont plutôt réussi étaient beaucoup plus jeunes. Et puis, je crois que il vaut mieux être maire de Lyon que ministre. Parce que, quelque part, on décide vraiment quand on est à la tête d'un exécutif comme une grande collectivité comme Lyon, alors que quand on est ministre, il y a un devoir d'obéissance, il y a un pouvoir hiérarchique, on doit obéir au Premier ministre, au Président de la République. Et ça, je pense que Collomb, il y a longtemps qu'il a oublié qu'il fallait obéir. C'est donc le souci majeur. Quelle est la différence, justement, on a du mal, nous, en tant que lambda, en tant que citoyen, à comprendre tous ces enjeux, mais surtout, Saint-Étienne, on le visionne un peu mieux parce qu'on y est dedans, mais à Lyon, on parle beaucoup de la ville et on parle aussi de la métropole qui remplace le départ. Quel est l'intérêt? Il vaut mieux être maire ou il vaut mieux être président de cette métropole les vrais pouvoirs... c'est la métropole. C'est la métropole. Et parce que c'est la métropole qui a les compétences sur les transports, sur le développement économique, sur l'habitat, sur tout ce qui concerne l'aménagement des voiries. Enfin bon, la puissance, elle est là. Et on est à la bonne échelle. On ne peut pas concevoir les transports publics à l'échelle d'une seule ville. C'est la même chose à Saint-Étienne, d'ailleurs. Même si, à Saint-Étienne, c'est plus compliqué quand on se retrouve avec Saint-Nizier-de-Fornas dans la métropole de Saint-Étienne. Enfin, j'ai rien contre Saint-Nizier-de-Fornas, puis j'en suis presque originaire. Donc, ça apprend. Et puis, je pense que l'intérêt d'une métropole et d'une intercommunalité, c'est que ça permet de faire travailler des gens de gauche et de droite, ou sans étiquette, et que l'intelligence, quelque part, elle est plutôt dans le compromis que dans une approche purement partisane. Du coup, on a un peu l'impression que les départements, il va leur rester plus que les miettes. Alors, bon, moi, j'ai été toujours très clair. Quand il y a eu j'ai vécu la fusion des régions, j'avais écrit à tous les maires de la Loire, tous les conseillers départementaux, à un certain nombre de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, parce que j'étais favorable à ce que le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire rejoignent Rhône-Alpes. Et je disais dans le même courrier, ce qui m'avait valu une volée de bois vert de la part des conseillers généraux, dont l'actuel député, un des deux députés de Saint-Étienne, ils étaient pour le maintien. Ça n'a plus de sens. Le conseil général ne sert à rien. Les compétences et d'ailleurs, moi, je souhaiterais que Saint-Étienne devienne une vraie métropole. D'ailleurs, dans les interventions que j'avais faites, je souhaitais que Saint-Étienne devienne une vraie métropole comme Lyon. Et que la métropole de Saint-Étienne prenne tous les pouvoirs, toutes les délégations et toutes les compétences du département. Oui, quand on parle du département de la Loire, moi je vais citer tout en haut, là-haut, il y a Roanne. C'est pas Saint-Étienne qui va piloter Roanne. Non. Sur le territoire de Saint-Étienne Métropole, qui représente quand même presque les 2/3 de la population. Tout à fait. Donc, après, on pourrait très avantageusement remplacer les conseils départementaux par des représentants des intercommunalités, puisqu'il faut bien une instance bien sûr. Départementale. Ou alors, on pourrait, pour ce qui concerne la Loire et le Rhône, relier ce qui reste du Rhône et ce qui reste de la Loire une fois qu'on a enlevé les deux métropoles. En tout cas, il faut imaginer des solutions. Parce que j'ai été conseiller général de Saint-Étienne. Franchement, j'étais heureux de gagner cette élection 2 fois. L'utilité, elle n'est pas avérée. D'abord, on était mis en minorité systématiquement par ceux qui étaient hors de Saint-Étienne. C'est permanent. Du temps de Pascal Clément, on jouait contre Saint-Étienne. Le département jouait contre Saint-Étienne. Saint-Étienne payait 1/3 des frais des pompiers, alors que ça constituait 20% des interventions dans le département. C'est quelque chose qui est anormal. Bon, ça s'est régularisé avec le temps parce que, on est intervenu, mais je crois que on peut pas empiler les structures sans en enlever les anciennes. Ça n'a pas de sens. Les gens n'y comprennent rien. Donc, il faut la métropole, en tout cas, la métropole de Lyon, elle a toutes les compétences sur les collèges, sur les transports, etc. Sur le social, je pense qu'à terme, il faut que toutes les métropoles de France, que ce soit Saint-Étienne, Clermont, Grenoble, il faut qu'elles soient sur le modèle de Lyon. C'est pas facile à faire, mais il faut le faire. Et les conseillers départementaux de Saint-Étienne, à part inaugurer les chrysanthèmes, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Non, mais
Le président, c'est un peu différent parce que lui, il a des activités supérieures. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on avait poussé pour que ça soit Georges Ziegler qui soit président, parce qu'il y avait un autre conseiller général de la Plaine. Et ancien maire de Saint-Just-Saint-Rambert. Ancien maire de Saint-Just-Saint-Rambert. Alors, je l'aime bien en plus, mais le problème, c'est que s'il avait été président, ça aurait joué contre Saint-Étienne. Donc, il faut choisir toujours en deux inconvénients. Il faut choisir le moindre. Donc, il valait mieux que ce soit Georges Ziegler qui ne joue pas contre Saint-Étienne. Si j'ai bien compris, les élections départementales, c'est en 2021. Comme vous nous en parlez, vous ne serez pas candidat. Moi, d'abord, j'ai démissionné assez vite du Conseil général. J'étais touché par le cumul des mandats. C'est le premier mandat que j'ai abandonné. À l'époque, certains imaginaient que j'allais démissionner de la région. Je suis un régionaliste convaincu. On va y venir. Je pense que la région, c'est le bon périmètre. Et il faudrait que les régions françaises soient plus puissantes qu'elles ne le sont. On n'est pas à la bonne. Mais le département, je suis contre le département tel qu'ils ont existé. On peut avoir une organisation départementale, mais on n'a pas besoin d'élus pour gérer les compétences du département. Il n'y a que les conseillers départementaux qui défendent le département. Hein. Donc, politiquement, on supprime le département, on renforce les métropoles et on s'intéresse de plus en plus à la région. Non, pas que les métropoles, parce qu'il y a aussi les territoires ruraux. Donc, maintenant, tout le monde est organisé en intercommunalité. Il faut trouver des systèmes qui soient plus démocratiques, parce que là, il y a un vrai problème. Moi, je souhaite qu'on élise les présidents des intercos au suffrage universel. C'est extrêmement important. Ça serait peut-être au moins, dans un premier temps, dans toutes les métropoles, ce qui n'est pas le cas, ce qui permettrait d'éviter certaines tractations de couloirs et aussi d'avoir la parité. Mais il faut commencer par là. On va y aller progressivement. Mais les départements n'ont plus de raison d'être aujourd'hui. Enfin, les départements en tant qu'entité, collectivité territoriale, ils ont encore leur raison d'être, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre Pélussin et puis le nord du département, au-delà de Charlieu? Je ne peux pas vous dire. Pas grand-chose. Je n'ai pas la réponse. Non, pas grand-chose. À part qu'à Pélussin, il y a du meilleur pinard que dans le nord. On pourrait dire quel est le point commun entre Firminy et Rive-de-Gier aussi. Hein. Oui, c'est deux vallées industrielles qui ont la même histoire. Oui, tout à fait. Enfin, on a tous un peu la même histoire dans le bassin stéphanois. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais député. L'intercommunalité, est-ce que de l'autre côté de la frontière de la Haute-Loire, ils n'auraient pas été mieux avec nous qu'avec je ne sais pas qui? Le côté Saint-Jean a plus de liens. Mais sans aller jusqu'à Saint-Jean. Mais Monistrol aurait de liens avec Firminy que peut-être avec le Puy. Je suis originaire de Saint-Bonnet-le-Château. Quand j'ai vu la dinguerie qui était poussée par le sénateur Fournier de mettre Saint-Bonnet-Husson dans Saint-Étienne Métropole, donc je connais bien ce territoire. Saint-Bonnet-le-Château aurait dû travailler avec Craponne-sur-Arzan, comme Noir-Étable aurait dû travailler avec Thiers. Mais alors il y a des élus de la Loire qui disaient non, il est hors de question de franchir les frontières du département. Enfin, c'est complètement débile. Les gens de Noir-Étable, ils vont au lycée à Thiers et ils vont à l'hôpital à Thiers. Ils vont pas à Saint-Étienne ni à Montbrison. C'est vrai, je confirme. J'ai des amis sur Noir-Étable qui vont sur Thiers. Ils sont plus d'ailleurs auvergnats que... oui, ce sont des vrais auvergnats. On passe ce cap du département. La région, vous en avez parlé en introduction, donc c'était une bonne chose de fusionner parce qu'on a l'impression qu'on a rempli, on a fait des grandes régions et on a tout en double maintenant. Non, alors moi j'étais... C'est l'Élysée qui à l'époque n'a pas voulu qu'on coupe les régions en plusieurs morceaux parce que pour nous, l'intérêt c'était, en Rhône-Alpes, c'était d'avoir le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire. Ils sont des départements très proches de Rhône-Alpes et la Haute-Loire, c'est évident. Le Cantal, ça se justifie moins. C'est quand même perdu. Ils sont plus proches de Toulouse que de Lyon. Et quant à l'Allier, c'est le Bourbonnais, ça n'a rien à voir avec Rhône-Alpes. Mais il y a un conseiller de l'Élysée qui m'avait appelé à l'époque, qui m'a dit c'est pas possible de couper les régions en plusieurs morceaux parce que c'était très compliqué. En fait, parce qu'il fallait faire des dévolutions d'actifs, de passifs. Et comme il voulait aller vite, le résultat, c'est qu'on se retrouve avec la Nouvelle-Occitanie. On se retrouve avec la Nouvelle-Aquitaine. Enfin, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. La Nouvelle-Aquitaine, c'est nos voisins quand même. Hein. Ce qui est aberrant. Le pauvre Alain Rousset, qui est originaire de la Loire, je le plains, je pense qu'il a dû faire acheter un hélicoptère pour se déplacer d'un point à l'autre de la région. C'est des grandes étendues. Hein. Donc ça n'a pas de sens. Et on a confondu l'étendue territoriale et la puissance financière. Rhône-Alpes, qui était une région puissante par rapport aux autres en France, la deuxième région française, notre budget
notre budget, c'était même pas le budget de la recherche et de l'innovation du Bade-Württemberg en Allemagne, qui était notre région partenaire. C'était pas grand-chose par rapport à la Catalogne. Donc, il y a un moment dans ce pays, il va falloir choisir de faire confiance aux élus de terrain. Alors, je dois dire que Macron n'est pas très décentralisateur. Hein, parce que quand il était ministre, j'avais essayé, dans le rapport financier, de faire transférer des compétences. Il reste pas dans sa tête, il n'est pas décentralisateur. Et puis, l'administration centrale, elle résiste. Mais l'Allemagne s'en est mieux sortie que nous au moment du confinement. Parce que c'est un pays décentralisé. C'est ce que j'ai entendu. Et qu'à un moment, il faut que les élus locaux, ils prennent leurs responsabilités. Parce qu'en France, les élus locaux, ils sont toujours en train de pleurer l'État. Et quand on leur donne des responsabilités, ils réclament encore l'État. Donc, je pense qu'il faut donner des vraies compétences avec les moyens. Enfin, quand des moyens, c'est qu'on leur donne des ressources en propre. Et la différence avec l'Allemagne, c'est qu'en Allemagne, quand Madame Merkel fait son budget, eh bien, les représentants des Länder, ils vont discuter avec le gouvernement fédéral, et tant que les comptes ne sont pas bons, le budget ne passe pas. On en est loin en France. Et on n'a peut-être pas la même mentalité non plus. Oui, c'est un pays fédéral, pas nous. Mais, on a des latins. Oui, non, il n'y a pas que ça. Les Alsaciens ne sont pas des latins. Hein. Et dans le Nord, c'est pas des latins. Nous, oui, non, mais nous, on est les sérieux. D'ailleurs, quand je voulais provoquer les hauts fonctionnaires, je leur disais souvent, vous savez... Je représentais souvent l'Association des régions de France sur l'économie quand il y avait des auditions dans les différents ministères. Et je disais, vous savez, moi, je ne suis pas très représentatif parce que je suis plutôt vice-président d'un 16e Länder plutôt que le vice-président d'une 22e région française. Donc, ça les faisait bondir. Mais la réalité, c'est ça. Alors, il faut permettre à ceux qui sont les plus dynamiques d'aller plus vite. Parce qu'on a un égalitarisme qui est complètement crétin. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solidarité. Parce que s'il y a des régions qui fonctionnent bien, après, il y a des péréquations pour aider celles où il y a moins de richesse. Trouver un équilibre. Par exemple, en Rhône-Alpes, on avait l'industrie, ça représentait 25% de la richesse produite. En France, on était à 14-15. Ça veut dire qu'il y avait des régions où il n'y avait plus rien. Bon, ce n'est pas en bridant en Rhône-Alpes qu'on allait faire gagner le fin fond du Cantal ou de la Corrèze. Hein. C'était justement en favorisant les plus dynamiques, celles qui étaient dans la locomotive et qui tiraient le reste des wagons. Et donc, c'est un bilan positif pour vous, ces fusions, c'est j'en sais rien qui est encore en gestation. Comment vous voyez l'avenir des régions? C'est très compliqué, je pense que ce n'est pas encore abouti. En plus, nous, on a la malchance d'être dans une région qui est dirigée par Wauquiez, qui dirige tout que par lui-même. Il ne délègue rien. Enfin, j'ai longtemps eu des antennes quand même dans la région. J'ai noté quand même qu'il n'avait pas détruit ce que j'avais fait. Donc, c'est que ça ne devrait pas être mauvais, mais c'est un idéologue. Et donc... c'est toujours un tremplin pour lui, la région? Ou alors, je pense que sa carrière nationale... Le tremplin, il a fini au fond de la piscine. Là. Ah ouais? Ouais, au moment des européennes. Mais c'est pas lié à la région, c'est parce qu'il est détesté dans son propre camp. Donc, je crois que pour rebondir, ça va être un peu difficile. Donc, il va se contenter de la région. La présidence de la République, c'est compromis pour un long moment. Ou peut-être qu'on le reverra du côté de Lyon, alors. Ouais. Puisqu'il paraît-il, il y a eu des accords. Non, j'y crois pas. Ouais. J'y crois pas. Parce que la région, c'est plus... Une grande région, c'est comme un petit pays européen. Hein. Donc, et puis, il est trop attaché à la Haute-Loire, où il fait du clientélisme à outrance. Non, mais... Tout le monde fait du clientélisme. Non, c'est pas vrai. Parce que traversez la région de part en part, vous verrez dans toutes les entrées de village, la région finance... il y a des jolis panneaux bleus. Ouais. Oui, qui ont coûté très très cher pour rien du tout. Parce que même quand il y a 2 000 euros, 3 000 euros de subvention, c'est du clientélisme. Ils font du clientélisme, ils font du n'importe quoi. Le rôle de la région, c'est pas de faire du clientélisme. C'est de favoriser l'émergence de nouveaux projets et d'amorcer. Pas de verser des subventions pour que les gens vous disent merci, c'est pas ça. Là, ils ont transformé la région en grand guichet. Donc, et en plus, comme il n'y a pas de... il y a quelques vice-présidents qui tiennent la route, notamment celle qui s'occupe du numérique. Les autres, ils n'existent pas. C'est le cabinet de Wauquiez qui décide
pour tous les autres. Donc les autres, ils ont juste à fermer leur gueule. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse dans 2 ans au niveau politique d'aller à la bataille, ou alors vous allez rester dans votre retraite? Moi, je dis, j'en sais rien. La région me passionne et ça me désespère de voir ce que Vauquier en a fait. Ça me désespère parce qu'on était dans une grande et belle région qui était moins grande, mais qui était quand même puissante. On y a fait des belles choses. Alors bon, tout n'était pas parfait. Je pense qu'on avait des alliés écolos qui ont quand même bien contribué à planter le système avec leurs conneries. Parce que moi, j'ai dû assister, malheureux, au licenciement de 250 personnes de l'agence ERA, tout ça pour des questions politiciennes. Hein. Et Vauquier, qui avait appuyé sur le bouton rouge pour que l'UMP plante le système, on n'a jamais remplacé l'agence en question, même si elle avait besoin d'être corrigée. Voilà, donc moi, ça me désespère, mais je pense vraiment, et c'est une conviction profonde, que ce pays s'en sortira bien que si les régions peuvent avoir de l'initiative et des marges de liberté. Après, ça exige d'avoir des élus qui soient à la hauteur des enjeux. Pas des petits valets qui sont là pour cirer les pompes à un président comme Vauquier. Comment vous la voyez, cette région, dans l'avenir? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'elle soit peut-être plus dynamique, plus axée sur les nouvelles technologies, je ne sais pas, Alors, elle est axée sur le développement du futur et arrêter ces petits jeux politiques. Elle est axée sur le développement du futur. Hein. Ça ne dépend pas que de la région. Parce que bon, quand on voit ce qu'est devenu Grenoble, par exemple, il y a un certain nombre d'initiatives qui ne se font plus à Grenoble, qui étaient venues s'installer à Lyon, à cause de la couleur de la mairie de Grenoble. Attends, j'avais l'impression que tout allait bien, moi, à Grenoble. Ah non. Grenoble, Grenoble, c'était pas parfait. Ils ont mis des talibans à la tête de la mairie. Non, mais c'est... Alors, le maire est très bien, mais il faut voir la première adjointe qu'il y avait. Ils ont mis Grenoble en panne. Pourtant, M. Carignan voulait revenir, j'avais vu. Oui, mais Carignan, c'est un voyou qui a dirigé le conseil général depuis sa prison, quand même. Ouais. Hein. Donc, lui, il n'était pas recommandable. Et vous voulez que les gens aient voté après tout ce que vous dites? Non, mais les Grenoblois avaient fait le ménage, quand même. Ils avaient choisi une équipe derrière Michel Destot, qui a fait le boulot, qui avait trouvé une ville très endettée, et qui a, grâce au conseil général, grâce à la ville, et à la région qui a beaucoup aidé, qui a fait beaucoup de choses. Et après, je veux bien qu'on mette des amateurs qui sont intégristes à la tête d'une mairie, mais il faut savoir ce que ça produit derrière. Moi, je l'ai vu sur la microélectronique. Ils se sont retirés du financement d'un projet, Nano, alors je ne sais plus, c'était de Nano 2018. Oui, il y avait beaucoup de choses sur Grenoble. Bon, il y a des paris à faire sur l'avenir. Et on ne gagne pas à tous les coups quand on fait des paris, quand on investit sur l'avenir et sur la recherche et l'innovation. Et là, ils ont mis le système en panne. Le résultat, c'est qu'un certain nombre de sociétés ne se développaient plus à Grenoble, parce que c'est bien, hein, la protection des centres-villes à tout va, mais il faut que les gens ils puissent manger derrière. Il faut qu'ils aient un emploi, il faut qu'ils aient un salaire. Et bon, alors on peut trouver des bons compromis entre l'activité économique et l'environnement. C'est une nécessité même, et on peut faire du développement durable et du développement grâce au développement durable, mais il faut trouver la bonne formule. À Grenoble, ça ne marche plus, et je me dis, je crois que je l'ai tweeté, si à Lyon ça bascule de ce côté-là, du côté des écolos, je pense que ça peut être une chance pour Saint-Étienne. Ah oui, donc il faut aller pousser les gens à aller voter voilà, à Grenoble et à Lyon. C'est totalement cynique ce que je dis. Mais c'est... Parce que là, pour le coup, on pourrait dire à certaines entreprises qui cherchent à se développer, eh bien, puisque vous avez des gens qui ne comprennent rien à l'économie. Non, mais à Lyon, ils ont une des plus grandes plateformes chimiques de France. Il ne faut pas en faire n'importe quoi. Ouais, mais j'aimerais pas trop qu'ils viennent sur Saint-Étienne. Alors. Non, mais par exemple, avec le Grand Lyon, on a accompagné des mutations sur la chimie. Parce que jusqu'à nouvel ordre, on ne fait pas du plastique avec des fans de poireaux. Hein. Ouais, mais peut-être qu'il faudrait arrêter d'en faire un peu du plastique aussi. Non, mais on fait des médicaments, on fait plein de choses. Il paraît qu'il n'y en a plus. Pendant le confinement, on a appris qu'ils étaient tous faits en Chine. Oui, non, mais ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Mais bon, à Roussillon, on fait du gel, de l'alcool pour le gel hydroalcoolique que la CGT a voulu bloquer pendant le confinement. Donc,
Mais en tout cas, on ne peut pas s'en passer. On est une des deuxième ou troisième région chimique. Bon, dans la Loire, on a des entreprises. C'est pas très encourageant quand on passe à Faisin quand même. Oui, mais sauf que c'est sécurisé. Ouais. Parce que ça a été bien fait. Elles sont regroupées au même endroit. Il n'y a pas des habitations juste à côté. Et que jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas faire autrement. Alors, d'ailleurs, dans le cadre du pôle de compétitivité, on a travaillé sur la chimie verte, sur des nouveaux process de fabrication qui soient moins dangereux, etc. Et donc, il faut investir sur l'innovation. Parce qu'en l'état actuel des choses, y a des... Mais il vaut mieux faire de la chimie en France qu'en Inde ou dans des pays sous-développés où il n'y a aucune condition de sécurité. Parce qu'on est quand même un peu hypocrite. On aime bien faire ce qui est dangereux. On envoie notre merde chez les autres. Voilà. Ça, et c'est comme pour la déconstruction, le traitement des déchets. Ça, c'est facile. On ne veut pas la décharge à côté de chez soi, mais on l'envoie à l'autre bout du monde. De toute façon, comme ils ne vont pas gueuler, on s'en fiche. C'est vrai que l'humain est triste dans son comportement. On a parlé de Lyon, on a parlé un petit peu de Grenoble. On va bien évidemment beaucoup parler de Saint-Étienne. Juste avant de revenir à Saint-Étienne, est-ce qu'on peut parler un peu de la politique nationale ? Est-ce que vous êtes toujours en accord avec toutes ces décisions du gouvernement La République En Marche ? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez vues différemment quand vous avez voté Macron ? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait différemment ? Alors, pour la dernière période, je pense que le gouvernement, en particulier Olivier Véran, qui est de notre région, un Grenoblois, qui était très très bon, moi j'ai trouvé. Ah oui, et je trouve qu'il a effectivement, je dois dire, j'étais très agréablement surpris. C'est un ancien socialiste ? Oui, oui. C'est pour ça. Là. Oui, non, mais indépendamment, j'ai connu, il était député, c'était le suppléant de Geneviève Fioraso, donc, qui est une copine, et je l'ai vu grandir. C'est comme du SOP, je l'ai vu grandir en politique. Il est très jeune, lui, encore. Oui, et en plus, c'est un voisin. Et donc, non, il a bien... Je pense qu'il connaît le monde hospitalier. C'est pas un mandarin. Il n'est pas dans les hautes sphères de la médecine académique. C'est un neurologue. Il a pris les choses de manière très pragmatique. C'est peut-être ça qu'on attend de la politique aujourd'hui. Oui, oui, je pense des gens du terrain. Il faut des gens pragmatiques. Et le chef du gouvernement, Édouard Philippe, je pense qu'il a bien piloté les trucs, simplement. Il rendait compte. Alors, parfois, ça a agacé, mais je crois qu'ils ont dû gérer une situation qui n'était pas facile. Le manque de masques, etc., c'est une réalité. Bon, moi, je l'ai trouvé très bon. Et on nous dit qu'on va changer de Premier ministre. On a du mal à comprendre. Là aussi, on a évoqué des noms un peu bizarres. Donc, oui, Gilles Legendre, il ferait mieux de se taire. D'ailleurs, je pense que c'est lui qui va partir avant le Premier ministre. Ouais, mais c'est vrai qu'il a un bon bilan, je dirais, sur cette oui, période. Alors, après, je suis là où j'ai des désaccords, c'est peut-être un peu fort. Je pense qu'ils ne sont pas assez décentralisateurs, je l'ai dit. Je pense qu'il faut qu'ils s'appuient davantage sur le dialogue avec les partenaires sociaux. C'est trop vertical. Et il faut la jouer à l'allemande. Les partenaires sociaux, quels qu'ils soient. Alors bon, c'est pas facile en France parce qu'il y en a certains, ils sont toujours contre. Mais on n'y échappera pas. Et donc, il faut les associer. Et parce que quelque chose, un compromis qui est entre les partenaires sociaux, patronales et syndicales et salariés, c'est toujours mieux qu'une loi. Parce qu'une loi, ça se fait, ça se défait facilement. Un nouveau gouvernement peut défaire la loi précédente. Quand c'est un compromis, alors un compromis, c'est pas parfait, loin de là. Mais c'est grâce à un compromis entre les partenaires sociaux que maintenant, tous les salariés ont la prise en charge de leur complémentaire santé dans ce pays. Alors, c'est pas parfait. Mais c'est mieux que ce qui avait avant. Rien n'est parfait. Mais par principe, la perfection, ça n'existe pas. Et heureusement, d'ailleurs, sinon on s'ennuierait. Est-ce que le problème de En Marche, finalement, aujourd'hui, c'est pas de ce manque d'élus locaux ? Parce qu'ils ne peuvent pas se reposer sur des élus locaux. Alors, dans un coin, on a des anciens PS, dans un coin, on a des anciens LR, qui, là aussi, je ne comprends pas du tout la politique. Il y a 3 ans, ils étaient sur un même sujet, ils étaient vraiment vent debout l'un contre l'autre. Oui. Maintenant, ils sont tous d'accord. Je ne comprends plus rien à la politique. C'est pour ça que généralement, maintenant, je reste chez moi. Je pense que ce qui a manqué à En Marche, c'est des gens qui avaient un peu d'expérience. Et j'ai un regret dans ma vie de député, c'est d'avoir voté la fin du cumul des mandats.
Ça peut paraître bizarre parce que ça va à contre-courant et c'est politiquement très incorrect. Tout le monde le dit, ça, mais donc les élus qui sont en haut n'ont plus de contact avec le terrain. Eh bien, parce que, ça ne veut pas dire qu'ils sont incompétents ou qu'ils n'ont pas la bonne vision, mais quand vous n'êtes pas en responsabilité, c'est pas la même chose que quand vous êtes en responsabilité. Colomb, il a obtenu la métropole parce qu'il était maire et président du Grand Lyon. Et c'est comme ça qu'il a arraché ça, qu'il a démontré aux autres sénateurs et au gouvernement que c'est ça qu'il fallait faire. Quand j'étais député, j'étais vice-président de la région. Quand j'allais à Bercy, j'avais le budget, j'avais le rapport financier sur le budget du ministère de l'économie. Quand je recevais pour la première audition tous les grands pontes de Bercy, je ne me présentais pas comme député, je me présentais comme vice-président de la région. Et ils pouvaient essayer de me jouer de la flûte. Je leur disais, ça c'est d'accord, vous le dites, mais je vais vous dire comment ça marche vraiment sur le terrain. Et c'est comme ça qu'on déjoue les systèmes. Parce que quand vous êtes un député, bon, une partie de l'administration qui dit, bon, lui, dans 4 ans ou 5 ans, il n'y sera plus. Hein. Alors qu'un responsable d'une collectivité territoriale, il a des chances d'abord de survivre plus longtemps. Les mandats sont de 6 ans. Et puis, il a l'appui du terrain. Par exemple, moi, quand la Banque publique d'investissement, la BPI, a été créée, j'ai été auditionné comme vice-président de la région Rhône-Alpes. Et aussi comme député. Et j'avais proposé que les partenaires sociaux soient dans le comité de pilotage de la BPI. Alors, quand j'ai dit ça, il y avait des jeunes inspecteurs des finances, ils ont fait un bond d'1 mètre sur leur chaise, parce que eux, c'était incongru qu'un type de la CGT ou de la CFDT soit autour de la table. Heureusement qu'il y avait le senior de l'équipe qui a trouvé l'idée très bonne. Et d'ailleurs, on l'a reprise. Alors, ils n'ont pas la place, autant de place qu'il le faudrait, mais ça a été un bon début. Mais ça venait pas parce que Gagné, un matin, il s'est réveillé en disant il faut avoir ça. Ça venait de mon expérience en région. Oui, tout à fait. Et quand dans mon expérience à la région, quand je me souviens avoir vu la CGT, la CFDT, la CGPME et le MEDEF venir me voir parce qu'ils voulaient une conférence sur l'avenir de la chimie en Rhône-Alpes, sur lesquelles il y avait beaucoup d'incertitudes et des risques de perte d'emploi énormes, je me suis dit, là, s'ils viennent ensemble, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe et ça mérite qu'on s'y intéresse. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de faire des choses ensemble. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord sur tout, mais et c'est des gens qui sont sur le terrain. Et j'ai un infini respect pour les gens qui sont sur le terrain, parce qu'ils ne remontent pas que des âneries. Mais de toute façon, tout se passe sur le terrain, donc il faut bien avoir les infos sur le terrain. Et un député, en tant que député, le fait de recevoir des gens à la permanence, alors on peut dire, oui, c'est faire l'assistante sociale. Je suis désolé, mais il y a des choses, on ne peut pas les connaître si on ne reçoit pas les gens qui vivent ou qui subissent la loi. Ça me paraît être la base. Oui, mais beaucoup de jeunes députés, ou de nouveaux députés, ils ont pensé que c'était pas comme ça. Ouais, mais ils y sont venus. Après. Je ne vais pas être méchant, mais j'ai l'impression que les gens qui ont été élus députés, et même dans la région, ils étaient un peu à l'ouest au début, non? Non, mais c'est ce que les Français ont voulu. Les Français ont voulu changer. Ils voulaient des têtes nouvelles. Ils ne voulaient pas des professionnels de la politique. Et ben, ils ont eu ce qu'ils ont. Mais ils sont déçus, du coup. Je ne sais pas s'ils sont déçus. Après, bon, il y a des députés qui ont vite compris. Quand j'étais référent, je leur disais, hein, faites gaffe. Faites attention. Bon, après, moi, je suis qu'un vieux con qui vous donne des conseils. Mais on est deux, alors. Non, mais après, chacun fait ce qu'il veut. La réserve parlementaire, par exemple, ils l'ont supprimée parce que c'était Libération titrait que c'était... C'était pas bien net, quand même. Comment c'était pas bien net? Il y avait des enveloppes donc, qui passaient, non? Pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Enfin bon, moi, si tout le monde avait fait comme moi, c'était publié. Je connais. C'était publié. Donc, si c'est transparent, complètement transparent, que c'est pas bon et qu'on évite que ça soit les copains, etc., ou que ça parte en Arménie, par exemple, je pense à un cas particulier, voilà, c'est... Le résultat, c'est qu'il y a un truc qui est remplacé, il faut monter des dossiers de 3 kilos pour avoir 2000 €. Enfin, c'est pas possible. C'est ça la France. Oui, mais c'est ça la France. C'est pour ça la France. C'est pour ça qu'on n'avance pas. Ouais, en Suisse, par exemple, pour le confinement, il n'y avait pas d'attestation pour sortir, mais tous les Suisses respectaient le confinement. En France, on a inventé un truc avec des papiers qu'il fallait remplir, et on pouvait se prendre une amende si on n'en avait pas, mais il y avait quand même des Français qui continuaient à sortir.
Donc, il y avait des Français qui faisaient 4 ou 5 attestations par jour aussi. oui. Donc, mais c'était bien sûr, parce qu'on est très imaginatif. C'était du délire. Oui, total. mais parce qu'on a une administration qui doit impérativement se réformer pour aller aux choses essentielles. Mais il faudrait peut-être qu'on fasse des choses qui servent et qu'on arrête tout ce qui sert Oui, pas. mais Quoi. j'avais passé un concours pour préparer l'ENA il y a très longtemps maintenant. Et le sujet du concours, c'était le moins d'État. Bon, c'était à l'époque de Chirac, donc mais c'était ça, très libéral. C'est des mots. Et j'avais dit, c'est pas la bonne question. J'ai dit, c'est le mieux d'État qu'il faut faire. L'État, il a prouvé, et les fonctionnaires, ils ont prouvé dans les hôpitaux qu'ils étaient capables de se mobiliser malgré leurs ressentiments, malgré les frustrations. Mais tout le monde est capable de se mobiliser. Non, parce que c'est pas dans tous les secteurs que ça s'est mobilisé. Pour une bonne chose. Enfin, je suis désolé, mais la Poste, elle a été en dessous de tout. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je sais qu'il y a des enfants dans ce pays qui ont été complètement laissés à l'abandon. Et je le sais très précisément. Et je peux dire même dans certains établissements. Alors, il y a une très grande majorité qui s'est mobilisée, qui a été... Je sais qu'il y a des enseignants qui se sont achetés un ordinateur pour pouvoir communiquer avec leurs élèves. Et ils se sont débrouillés par eux-mêmes, ils ont appris à faire des choses qu'ils ne savaient pas faire. Et puis, il y en a d'autres. Et on parle de 40 000. 40 000, c'est pas grand, ça fait que 5%, mais c'est encore trop. Surtout quand c'est les gamins des milieux les plus défavorisés qui sont laissés à l'abandon. Parce qu'évidemment, ce n'est pas les enfants des milieux privilégiés qu'on laisse à l'abandon. Parce que les parents, ils se manifestent vite. Les autres, ben voilà, il y a des gamins. Je suis désolé, mais la République, elle se doit d'être très présente auprès de ceux qui sont les plus démunis. Je crois qu'il y a un mot sur le fronton, c'est égalité. Oui, c'est ça, hein. oui. Mais on en revient toujours à c'était mieux avant. Mais moi, j'ai toujours eu un souci avec cette histoire de prime de rentrée. On ne devrait pas donner de l'argent. On devrait donner du matériel. On devrait donner des cahiers, des stylos, peut-être un ordinateur, parce qu'on est en 2020, mais pas donner de l'argent, parce que si c'est pour donner de l'argent pour aller acheter un écran plat, j'ai toujours pas compris le principe. Ben, c'est toujours l'éternel dilemme. En fait, bon, je pense qu'il faudrait revaloriser d'abord les salaires, parce que oui, la réalité, c'est que dans ce pays... Comment on fait avec la mondialisation où les gens travaillent pour 200 € par mois? Sauf que bon, quelqu'un qui est au SMIC, il a droit à une prime d'activité. Hein. Donc ça modifie les choses. Ça peut aller jusqu'à 250 €, je crois, 240 € la prime d'activité selon la situation, etc. Bon. Enfin, on prend de l'argent pour le redistribuer. Dans toute machine, chaque fois qu'on transforme de l'énergie dans une autre énergie, il y a de la perte. Et ben, quand on transforme l'argent, il faut nourrir une structure. Mais justement... Par exemple, moi, je me suis battu. On parlait de Gérard Bapt tout à l'heure, et contre Marisol Touraine, qui était pourtant, on était du même bord au sein du PS, sur l'aide à la complémentaire santé. L'aide à la complémentaire santé, j'avais découvert en recevant des gens à ma permanence que ils ne savaient même pas ce que c'était, ils ne savaient pas comment ça fonctionnait, et j'avais essayé de les aider. Alors, pour les aider, c'était un truc compliqué. On leur demandait le récépissé de leur retraite. Ça n'existe plus depuis des années. Enfin, j'ai découvert ça. Alors maintenant, avec l'informatique, ça existe à nouveau. Bon, mais avant, c'était envoyé chaque mois. Hein. Maintenant, fini. Ah oui, les points. Non. Les gens qui touchent leur pension. Ouais. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Donc, leur demander ça. Alors, à défaut, il fallait fournir toutes les photocopies des relevés de banque sur lesquels était versée la retraite. Alors, vous voyez des papis-mamies de 80 ans aller au bureau de tabac du coin, faire des photocopies à 1 € de tous les relevés de banque. Et on marche sur la tête. C'est débile. Résultat, il y avait 15% des gens qui auraient pu y prétendre qui avaient droit. Alors, avec Gérard Bapt, il a accompagné une réforme qui a amélioré les choses, mais je lui dis, mais c'est archi simple. Il y a une administration qui fonctionne bien dans ce pays, c'est l'administration des impôts. Elle fonctionne très bien. Elle est au courant de tout en temps réel. J'ai dit, mais faisons un crédit d'impôt. Celui qui paye sa mutuelle, eh bien, il a une attestation et on lui rembourse jusqu'à un certain niveau de revenus, on lui rembourse 50, 60, 70% de sa mutuelle, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Sur les emplois à domicile, je me suis battu pendant 4 ans. 4 ans pour que, pour les retraités, ça soit plus pas une réduction d'impôt, mais un crédit d'impôt.
Parce que les actifs, quand ils employaient quelqu'un pour garder les gamins, pour faire des ménages, c'était une réduction d'impôts. Alors, les retraités, ils étaient pénalisés parce que celui qui ne payait pas d'impôts, il avait droit à rien, ce qui était quand même le comble. Celui qui avait de l'argent, qui payait des impôts, lui, il avait droit à un crédit d'impôt. Et l'autre qui avait... Eh bien, il m'a fallu 4 ans. On était 7 pour plaider ça. Alors, évidemment, ça coûtait 1 milliard d'euros. Mais enfin, c'est juste de la justice et c'est du bon sens. C'est quand même pas ceux qui gagnent le moins parmi les retraités, qui ont la plus petite pension, qui doivent se débrouiller au black, qui devaient se débrouiller au black pour trouver quelqu'un. Et il y a des papis-mamies qui ne peuvent plus monter sur un escabeau pour nettoyer leur maison. Tout à fait. Voilà. Mais c'est un truc simple. Et j'avais plaidé à l'Élysée auprès d'Hollande. Il m'a dit oui, mais tu comprends, c'est que ça coûte cher. J'ai dit oui, d'accord, ça coûte cher, mais il y a des tas de choses qui coûtent cher dans ce pays. Sauf que ça donne de l'emploi à des tas de gens. Et on l'a fait pour 2017. C'était vachement intelligent. On aurait pu le faire l'année d'avant, même 2 ans avant. Il en aurait peut-être profité. Là, on l'a fait 2017, donc ce qui fait que ça a été mis en œuvre par Macron. Vous allez sûrement bondir, mais tant pis. On parle beaucoup d'aides. Moi, je me dis que finalement, toutes ces aides, on arrête tout, parce que souvent, les aides, il faut aller les chercher en plus. Donc, il faut mobiliser l'assistante sociale, il faut faire 40 000 photocopies, il faut aller chercher des archives. On supprime toutes ces aides et on crée ce fameux revenu universel de M. Hamon. On groupe tout et après, les gens, s'ils arrivent à s'en sortir avec ça, tant mieux. Et s'ils n'arrivent pas, ils vont chercher un travail en plus. Non? Est-ce que j'ai une vision complètement à côté de la plaque? Moi, je pense qu'il faudrait d'abord, qu'il y ait un guichet unique, effectivement, parce que je l'ai vu à titre professionnel, entre assistante sociale scolaire, du département, de quartier, enfin bon, ça en finit plus. Parce que ce qui est pénible, que quelqu'un qui est dans l'embarras, c'est qu'il fait quelque chose, il faut qu'il rembourse, on s'est trompé, il faut qu'il rembourse, on vous a trop versé, il faut qu'il... tous les mois, c'est jamais quelque chose de sûr. Donc c'est vraiment la panique pour les gens en précarité. Alors, il faut trouver une solution. Alors le revenu, tel que le définissait Hamon, c'était assez irréaliste. Hein. C'était infinançable. Pourtant, beaucoup de pays, paraît-il, ils songent. Non, mais oui, ils songent d'abord parce qu'il y a beaucoup de pays où il n'y a pas l'équivalent de ce qu'il y a en France. Hein. Tout à fait. Mais c'est un système qui est trop complexe, même si c'est amélioré. C'est trop complexe. Il y a trop. C'est un vrai chemin de croix. C'est un vrai métier d'aller chercher des aides. Ça, je le confirme. Il faut y passer sa journée. Mais la semaine... Alors, bon, l'informatique a amélioré les choses. Non, mais et beaucoup, c'est trop compliqué. En tant qu'élu, moi, j'ai reçu des tas de gens qui ne savaient même pas que ça existait. Je vous le confirme, j'ai vu une assistante sociale il y a quelques années qui m'a obtenu beaucoup d'aides que j'ignorais que ça existait. Oui, j'étais même choqué d'y avoir droit, pour vous dire. Il y a même un couple dont l'un est député qui a eu droit à une aide pour changer sa chaudière chez les Insoumis. Ce qui est proprement scandaleux. Je sais pas. Moralement, oui. Parce qu'ils sont revenus, ils ont présenté, ils étaient limite au niveau des revenus. C'était non, mais vous voyez, si on cherche bien, on trouve toujours. Il faut un bon coup de balai et puis on prend des bonnes bases. Oui, mais chaque fois qu'on simplifie, c'est des emplois derrière qu'on supprime. Hein. Et je pense que l'administration, vraiment, doit se consacrer au bon sujet pour rendre les choses efficaces. On a parlé d'égalité. Moi, j'ai envie de vous dire. L'efficacité. Justice. Oui, mais la justice pour tous, la vraie. Mais ça, devant l'impôt. Bon, maintenant, c'est assez simple avec le prélèvement à la source. Il m'est arrivé, quand j'étais député, de faire conseiller fiscal pour des gens modestes. Bon, les gens riches, ils n'avaient pas besoin du député. Hein. Ils avaient d'abord d'eux-mêmes, ils savaient comment il fallait faire. Moi, je me souviens d'un papy qui était venu désemparé parce que sa fille, elle était dans une situation un peu difficile. Elle devait payer la redevance télé, alors qu'elle payait... Quand Saint-Étienne avait beaucoup augmenté la taxe d'habitation, elle était passée au-dessus du plafond de l'État. Enfin, c'est technique. Je lui ai dit, revenez me voir l'année prochaine, vous allez voir. J'ai fait la déclaration de sa fille. Il ne payait plus d'impôts, plus rien. Et elle me dit, mais c'est légal? J'ai dit, oui, mais j'ai dit, bien sûr, c'est légal. Je suis député. Non, c'était légal. Parce que sa petite fille, son père lui versait la pension alimentaire directement à elle. Comme elle n'avait pas d'autres revenus, elle n'était pas imposable. Ça ne venait pas se rajouter aux revenus de sa mère, etc. etc. Ouais. Et donc, mais le code des impôts, ça a cette épaisseur. Bon courage. Comment voulez-vous qu'un individu normal, juste normal, il puisse s'y repérer? L'autre jour, j'ai écouté France Inter, il y avait des gens des impôts, ils connaissaient à peine les réponses qu'ils apportaient aux auditeurs. J'en savais plus qu'eux. Bon.
Dernière question, parce qu'on va terminer avec les impôts. La taxe d'habitation, c'est fini quand alors? C'est fini pour les 80% de Français qui ne la payent plus. Et les 20 autres? Bon, moi, je pense que je fais partie des 20% qui la payent. Je pense qu'il n'y a pas une urgence absolue à la supprimer. Bon, j'aimerais bien qu'on me la supprime. Mais bon, ce qui était essentiel, c'est que les 80% de Français en soient totalement exonérés. Les gens l'ont oublié, ça. Hein. À Saint-Étienne, c'est un sacré cadeau. Hein. Parce qu'on grimpe vite à 700-800 euros minimum de taxe d'habitation à Saint-Étienne. Hein. Et voire beaucoup plus. Tout à fait, je suis d'accord. Et donc, pour certains, ça fait 100 euros par mois. C'est notamment pour des retraités. Ils l'ont oublié. C'est pas négligeable. Et les gens l'ont oublié. Ben, on a toujours tendance à garder en mémoire ce qui ne va pas et d'oublier ce qui va bien. Entre nous, il n'y a aucune collectivité, aucune commune qui est en faillite, hein, puisque l'État a compensé à l'euro près. Ouais, je crois qu'il y a encore un peu des petits fours dans les buffets, donc ça va. Oui, mais parce que l'État a fait des efforts. Honnêtement, l'État a fait des efforts et tout le monde doit faire des efforts au niveau des dépenses publiques. Un peu moins des dépenses moins somptuaires. Allez, on revient à Saint-Étienne. Oui. J'aimerais que vous nous expliquiez Oui, nous y habitons. certaines choses. Comment ça s'est passé, la désignation du candidat En Marche à Saint-Étienne? Moi, pour vous dire, je pensais que c'était Magali Vialon qui avait une chance d'être nommée et qui avait peut-être même une chance de gagner. Je la voyais bien, je disais, tiens, une femme. Saint-Étienne, on le dit encore une fois, n'a jamais eu de maire femme ni de premier adjoint femme. Et puis, on a vu arriver Patrick Révelli. Alors, je me suis dit, finalement, c'est pas une mauvaise idée. Et puis, la suite a été moins bonne. Très, très honnêtement, très longtemps, on m'a poussé. Je vous ai posé au moins 25 fois la question. Oui. Mais bon, je peux le dire. Hein. Et un an avant, j'ai compris à une soirée. D'ailleurs, je vais même la raconter. Tiens, je vous ai vu à une soirée En Marche qui avait lieu dans une discothèque à la Talaudière. Oui. Et quand on a discuté, j'ai compris que vous n'allez pas y aller. Manque de peau. J'étais sur une des photos et j'ai été blacklisté par la mairie de Saint-Étienne parce qu'on m'a marqué que j'étais un marcheur. Ah. Donc, j'ai eu plus droit. J'ai été mis sur la liste noire. Bon. Alors, je faisais simplement mon travail pour venir voir. Pour avoir des infos et puis pour vous avoir sur les ondes. Voilà. Bref. Donc, vous n'y êtes pas allé. J'y suis pas allé. Bon, j'ai entretenu le suspense. Tout le monde, je l'avais dit, notamment Magali Vialon, tout le monde, les responsables savaient que je n'irais pas. J'ai entretenu le suspense pour préserver les intérêts d'En Marche parce que Gaël Perdriau avait eu quand même quelques mots pas très aimables pour... D'ailleurs, on avait pensé un petit moment que Gaël Perdriau allait rejoindre En Marche. Mais je pense que ça aurait pu se faire, mais bon, il y a eu la création intempestive d'un groupe En Marche par Maurice Vincent. Ah oui. Qu'il a fait alors qu'il n'a jamais été marcheur. Hein. Il avait plus ou moins soutenu M. Macron pendant les élections présidentielles. Oui, 3 mois avant, 5 mois avant, il demandait à Macron de démissionner du ministère de l'économie quand même. Et ça, Macron le savait. D'ailleurs, à Lyon, au meeting, il avait été très chaleureux avec moi. J'étais à côté de Maurice Vincent. Il lui serre la main très froidement. Et Maurice Vincent, je peux le raconter. Maurice Vincent lui dit, mais tu ne me reconnais pas? Il dit, bien sûr que si, je te reconnais. Donc, quand un homme politique veut montrer sa distance, il sait la montrer. Donc, voilà. Ils ont fait, d'ailleurs, Pierre Fayol, tout ça, toute cette bande, Pigeon, ils n'ont jamais été En Marche. Hein. Enfin, Pierre Fayol, il s'est retrouvé... C'est un itinérant. et donc, quant à Magali Vialon, effectivement, elle n'a jamais dit qu'elle voulait être candidate. Parce qu'elle le savait 1 an et demi avant. Mais elle a quand même été au comité d'investiture à Paris. Oui, non, mais elle a candidaté, normalement. J'ai transmis sa candidature comme celle des autres. Bon, je savais qu'elle ne serait pas désignée parce que les conditions dans lesquelles elle avait perdu la législative, c'était pas que la faute de Géonico, qui avait combattu le dos au mur, mais il avait gagné. Mais c'est parce qu'elle avait quand même commis un certain nombre d'erreurs. Et puis, est-ce que c'est pas parce qu'elle n'est pas une politique, justement, qu'elle n'a pas gagné? Non, parce que je pense elle avait aussi... peut-être pas les codes. Sans doute. Parce que bon, quand on est dans un parti politique, on ne va pas emmerder tous ceux qui passent pour parler de soi. On est dans un travail collectif. Bon, je sais que par exemple à Bordeaux, elle ennuyait tout le monde avec ses histoires. C'est pas comme ça que ça se passe. Et elle avait voulu elle était candidate pour les élections européennes. Bon, donc les gens qui sont candidats à tout, qui sautent sur tout, ça va pas. Et puis bon, ils avaient retrouvé un tweet ou un Facebook 3 mois avant qu'elle soit candidate des élections. Je l'ai vu passer. Elle voulait rassembler Mélenchon, Hamon et la gauche. Voilà, toute la gauche. Donc
il y a un moment, il faut être un peu stable en politique. On peut cheminer en politique. Hein. J'ai fait 35 ans de Parti socialiste. Bon, j'ai toujours été considéré comme un social-démocrate au PS. Même si j'ai démarré plus à gauche que le PS quand j'étais jeune, ce qui est normal. Alors vous m'avez dit que vous êtes sur l'aile gauche de la République en marche. Non, je suis sur l'aile gauche. Je viens du PS et de la gauche et je renie pas mais les valeurs de justice, de solidarité. En même temps, je suis pour le réalisme économique parce que si on produit pas de richesse, eh bien, on peut pas distribuer ce qu'on n'a pas. Je me reconnais toujours dans certains grands anciens du PS, hein, derrière Jospin, par exemple, qui était la rigueur protestante, qui avait remis le pays en marche. Très bon Premier ministre. Très bon Premier ministre, qui a été pas bien récompensé. Mais très mauvaise campagne. Oui, et puis bon, pas que ça, la candidature Taubira et tout ça, enfin bon. Le PS croyait qu'il avait gagné, hein. Comme Magali Vialon pour les législatives, d'ailleurs. Revenons à Saint-Étienne. Alors, comment on a désigné ce candidat? Et alors, bon, j'ai été invité avec les députés à aller à Paris, à la commission d'investiture, présidée par Richard, et donc... ancien socialiste. Oui, ancien socialiste, ancien ministre de la Défense, que je connaissais bien, qui connaît la carte électorale de la France. Qui avait à son cabinet Régis Juanico, parce que j'ai lu le livre de Régis Juanico. D'ailleurs, je lui ai rappelé cet épisode. Je lui ai dit, tu connais bien un des deux députés de Saint-Étienne, puisqu'il a été à ton cabinet. J'ai senti que ça lui faisait pas spécialement plaisir. Ah bon? Il préférait oublier l'épisode et qu'on lui rappelle pas ça. D'accord. Parce que bon, c'était des rocardiens, hein, tous les deux. Il y en a un qui restait dans la ligne de rocard et l'autre qui est quand même un peu parti en live, hein, comme on dit. Comme Benoît Hamon, d'ailleurs. Oui, j'ai vu les photos du clan rocardien à l'époque. Oui. Donc, il y a des rocardiens qui ont vrillé quand même. Et donc, Richard dit, il faut trouver un candidat, parce que, bon, compte tenu des déclarations de Père Driot, j'ai dit, oui, d'accord, mais ça ne sort pas nulle part. Il n'y avait aucun candidat déclaré à Saint-Étienne à l'époque. J'ai pensé, moi, qu'après votre refus, il y allait avoir quelqu'un d'envergure qui allait être parachuté. Personne n'avait envie de Saint-Étienne, on m'a dit. J'ai essayé avec un actuel ministre, copain, qui est originaire de Lyon. Il m'a dit, non, moi, je veux pas être... Ça n'attire pas les... Non, c'est parce qu'il ne voulait pas. Bon, il faut être conscient que quand on est élu local, d'abord, on abandonne le gouvernement. Il n'y a que Darmanin qui a réussi à patienter les gouttes pour l'instant. Ça aussi, c'est intolérable, si je peux me permettre. Oui, enfin, c'est pas interdit par la loi. Hein. Oui, mais enfin, on peut pas dire... Non, mais bon, pour l'instant, c'est le seul. Bon, il va y avoir un remaniement, de toute façon. Mais lui, il restera ministre. Ouais. Mais... Et donc, j'appelle un de mes correspondants qui suivait très près Saint-Étienne. Je dis, voilà, il y a peut-être une possibilité. Il y a Patrick Révelli qui fait le tour des popotes. Alors, il va à droite, à gauche. Il est avec Courbon. Il va chez les Verts. Et là, il dit, ça serait pas une mauvaise idée. Parce que lui, il connaissait l'histoire de Patrick Révelli. Non, mais c'était une bonne idée. C'était une fausse bonne idée. Au départ, c'était une bonne idée. Oui, mais bon, c'est vrai que... la conjoncture n'a pas été bonne non plus. La conjoncture n'a pas été bonne. Je pense que, la politique, ça exige une certaine expérience et du professionnalisme. Oui. Il y a des codes. C'est pas que des codes. Il y a quand même des choses à... Et donc, ce que je sais, parce que je suis marxiste à l'origine quand même, l'étiquette, ça compte. L'individu, dans un système, il compte, mais qu'à la marge. J'ai un oncle qui était stalinien, c'est grave. Moi, j'ai une marraine communiste. Alors, je ne sais pas pourquoi ma mère l'avait choisi, mais et donc, je m'en suis remis. Hein. Et donc, revenons sérieux, Révelli, ce n'était pas une bonne idée. Alors. Non, je pense qu'il... Moi-même, j'ai surestimé sans doute sa notoriété, mais je crois que dans les urnes, les gens ils font bien la différence entre quelqu'un qui est sympa, qui sera un bon pote pour aller prendre un verre, et puis diriger la mairie. Il y a une vraie différence. Tout à fait. Alors, si c'est quelqu'un qui a l'expérience et qui en plus est sympa, ça fait la différence. Hein. C'est ce qui fait qu'on est élu. C'est peut-être pourquoi M. Père Driot a presque été élu au premier tour. Oui, parce qu'objectivement... Parce qu'il est sympa et qu'il a fait parce qu'il est accessible. Tout à fait. Ça, c'est une réalité. Il est beaucoup plus accessible que son prédécesseur, si je veux être méchant. Alors, je ne veux pas être méchant, mais c'est quand même le jour et la nuit. Oui, mais objectivement, enfin, je me souviens quand ça m'est arrivé, hein, avec que le maire ait une voiture avec chauffeur, moi, je trouve ça tout à fait normal.
C'est normal parce que, bon, son emploi du temps ne lui appartient pas. Il doit faire du chrono. Hein. Mais bon, j'observe qu'il y en a un qui descendait à pied et que le week-end, il conduit sa voiture, ce qui a fait râler les chauffeurs de la mairie, quand l'autre, il allait au théâtre avec la voiture de la mairie. Le chauffeur attendait la voiture. Je suis désolé, il y a des moments pour tout. Et quand on est dans la voiture avec le chauffeur, on peut regarder les gens qui sont de l'autre côté de la vitre. Non, mais c'est un truc bête. C'est de la politique aussi. Hein. Non, mais il faut savoir pourquoi on fait de la politique. C'est pas que de la communication. C'est est-ce qu'on a de l'empathie pour les gens qui votent pour vous, qui votent pas pour vous. Est-ce que ça vous intéresse leur vie, même si des fois c'est lourd à porter, mais est-ce que vous vous intéressez au sort des autres ou vous faites ça uniquement parce que pour votre carrière politique? Ben, je crois qu'on distingue assez vite ceux qui le font avec une vraie empathie, une sincère empathie et qui cherchent à trouver des solutions, parce que l'empathie, ça suffit pas. Hein. Je pense aussi, si je peux vous contredire, c'est que les gens ont une personnalité et que moi, vous avez parlé de Maurice Vincent, donc je vais pouvoir en parler. Parce que je cite pas, c'est le Voldemort, je cite pas son nom. Le maire de précédent, c'est Maurice Vincent. Et moi aussi, j'avais une image et je l'ai découvert en l'invitant à la radio. Et j'ai découvert que je pense que c'est quelqu'un de très réservé aussi, qui est pas, on peut pas, c'est pas tout le monde qui arrive à aller au-delà de sa personnalité. Ce que fait M. Perdriau très facilement en allant au contact des gens. Moi, ce qui me surprend chez M. Perdriau, hein, je vais le dire, hein, c'est que chaque personne qu'il rencontre, il leur dit bonjour avec leur prénom. Oui. Et ça, c'est très important parce que quand on entend son prénom, on dit ce monsieur, il sait qui je suis et je vais voter pour lui. Hollande savait faire ça. Voilà. Rocard savait pas le faire. Je pense que c'est pas une histoire de carrière ou une histoire de personne. Oui, mais... Et peut-être que M. Vincent était quelqu'un de très très bien, mais ne sait pas le faire. Oui, mais on apprend. Sans être. On apprend. Oui, on apprend. Pareil, on apprend tout. Et on descend de son piédestal. On descend de son piédestal. Bah, j'étais plutôt d'un naturel très timide quand j'étais plus jeune, même bon, si je me forçais pour essayer d'être délégué de classe, etc. J'ai forcé ma personnalité pour aller faire du porte-à-porte, pour aller au-devant des gens, je m'impose pas. Au début, moi, je me mettais jamais devant pour les photos. Bon. Des fois, vous étiez pas sur la photo, vous m'aviez expliqué des inaugurations. Oui, et parce que bon, je pense que les gens ils font la part des choses et ça m'a jamais desservi. Mais déjà, il faut partir du principe. Il y a des gens qui sont dans l'empathie et qui sont il y a des gens qui sont dans qui travaillent seuls et d'autres qui sont qui collaborent et qui pensent qu'on va toujours plus réussir à plusieurs parce que l'intelligence, personne n'a le monopole de l'intelligence. Et bon, moi, j'ai exercé 2 mandats de vice-président. Chez moi, avec moi, c'était un système démocratique. Après, c'était moi qui prenais la décision. Il faut quelqu'un qui prenne la décision. Et je l'assumais. Je ne me défaussais pas sur les services quand il y avait Mais il y a les démocrates et les autocrates. et à titre professionnel, bon, je me souviens quand on faisait des tests pour savoir ce qu'on était, etc., je faisais partie des démocrates. Et il y en a d'autres, ils n'avaient pas besoin de faire les tests, on voyait tout de suite, c'était des autocrates, ils voulaient tout diriger, tout contrôler. Et en politique, il faut être un démocrate. Même si, derrière, il n'y en a qu'un qui prend la responsabilité et il l'assume. Tout à fait. Jusqu'au bout. Il ne se défile pas en disant c'est mon prédécesseur ou c'est mon successeur. Hein. Il y a eu une nouvelle cette semaine qui a fait un peu de bruit dans le microcosme stéphanois. C'est le député Jean-Michel Miss, votre successeur, qui a dit qu'il allait voter Gaël Perdriau. Est-ce que c'est quelque chose qu'il fallait faire, il fallait le dire ou il fallait... Est-ce que ça aussi, ça brouille pas encore une fois les cartes Puisque je ne vais pas faire de la politique, mais je vais quand même rappeler que le maire de Saint-Étienne, ça fait quand même 2 ans qu'il dit pas mal de mal du président de la République. Et notre député, M. Miss, c'est quand même sous la bannière de M. Macron. Donc on a du mal à comprendre. Oui, après, bon, tout ça, dans 10 ans, on parlera d'autres choses. Bien sûr. Dans 15 jours, on aura oublié. Olivier Dussopt, il avait été très critique au moment du vote du budget. Et 15 jours après, il était ministre. Donc ça veut dire que M. Perdriau a des chances d'être ministre. Non, mais d'ailleurs, je ne lui souhaite pas. Je lui souhaite pas ouais. Parce qu'il vaut mieux être président de métropole que d'être ministre. Hein. Parce que c'est plus stable et on peut y faire des très belles choses. Mais c'était quoi le choix pour Jean-Michel Miss? Parce que je rappelle quand même que pour les élections législatives, Gaël Perdriau, il a soutenu Jean-Michel Miss, il a soutenu les candidats En Marche, y compris Magali Vialon. Mais est-ce qu'on est obligé de le dire publiquement?
Ah ben je pense qu'un politique, il a un devoir de vérité et pas se cacher dans l'anonymat. C'est un politique, un élu en particulier, il peut pas se cacher dans l'anonymat des urnes. Tout à fait. Ou Je comprends la C'est position. une différence avec un citoyen. Et donc, je rappelle quand même que Pierrick Courbon et ses amis socialistes, ils ont soutenu la candidate France Insoumise contre Jean-Michel Miss. Je le rappelle, Madame ça. Taubira. Non, pas Taubira. Taubiana. Oui. Et dont les militants avaient truffé les panneaux d'affichage Miss à mort. C'était un jeu de mots. Miss à mort. C'était mise à mort. Hein. Oui, c'est le bas, Donc, le bas quand niveau. on en est réduit à ça au sein du Parti Socialiste de la Loire, parce que ce qui reste du Parti Socialiste de la Loire, c'est quand même plus proche de Mélenchon que d'Olivier Faure. Hein. Alors, d'ailleurs, on ne comprend plus, ils mettent plus Parti Socialiste, ils mettent le nom de la liste. Mais c'était quand même les principaux soutiens des frondeurs. Donc, Jean-Michel Miss a eu raison de se positionner parce qu'il a le devoir de dire à ses électeurs ce qu'il fait. Alors, les électeurs, ils font ce qu'ils veulent derrière. Mais ce qui est certain, c'est qu'entre Pierre Driot, moi je lui dis très directement ce que je pensais du dîner de cons et autres, et je trouve pas ça très malin. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, y compris de sa famille politique, ou enfin, plutôt de droite, qui ont trouvé que c'était pas très malin. Parce que quand on veut défendre des dossiers de la ville, il vaut mieux quand même éviter d'insulter celui qui est en face. D'autant qu'une semaine avant, il avait été invité à l'Élysée. Bon, après, ça fait partie des épiphénomènes, je ne trouve pas ça très malin. Mais après, il faut toujours choisir entre plusieurs inconvénients. Bon, Jean-Michel Miss a choisi de dire ce qu'il ferait. Il n'était pas obligé de le faire, mais je pense que c'est beaucoup mieux en tant qu'élu qu'il le dise. Au moins, et en tout cas, moi je peux le dire, Courbon, il n'aura jamais ma voix. Parce que, compte tenu de ses positionnements au sein du PS, cette course à la gauche de la gauche en permanence, alors là, il est bien gentil. Bon, j'ai noté quand même les discours assez putassiers sur les écolos et sur Olivier Langevin quand ils ont décidé de faire une liste séparée. Les passages très bien sentis sur les marcheurs qui avaient rejoint Langevin. D'ailleurs, il y en a une qui est plus là pour témoigner, hein. Elle a fait beaucoup de bruit au mois de janvier, elle est plus là au mois de juin. Donc ça, franchement... C'est quand même un paradoxe aussi. C'est de se retrouver sur la même liste du député que vous êtes alors pas combattu, mais que vous étiez présenté en face. Oui, mais bon, d'abord, Jonico, il l'a combattu à la loyale. Hein. Tout à fait. Mais c'est la même liste, quoi. Ils pouvaient peut-être pas être tous les deux sur la même liste. Non, lui, il est dernier. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien savoir où il est, Jonico. Hein. Il est plus socialiste, il est à Génération, mais il est rattaché au groupe communiste pour le financement public à l'Assemblée. Donc, moi, je veux bien, mais un jour, il va finir par se prendre les pieds dans le tapis. Hein. Faut faire simple. D'ailleurs, je ne comprends pas que le groupe socialiste le garde dans son sein. Parce qu'il y a des groupes socialistes et apparentés, ça c'est normal. Mais verser les financements publics au groupe communiste, quand on est au groupe socialiste, moi j'avoue que je ne comprends pas tout. Hein. Mais je maîtrise pas, donc j'ai jamais signé de motion de censure contre mon propre gouvernement, contrairement à lui. J'ai jamais essayé de pactiser et de me coucher devant ceux qui contestaient la politique du gouvernement. J'ai assumé jusqu'au bout. Et je pense que la politique, c'est ça aussi. Même si on doit y perdre des plumes, eh bien, on doit assumer ce que l'on est et pas essayer de tricher avec les électeurs. Vous avez dit que vous ne voterez pas pour Pierrick Courbon. Est-ce que vous allez voter pour Gaël Padriot ? Je réfléchis encore. Vous réfléchissez ? Et je le dirai le moment venu. Enfin, je ne sais pas si ça a une importance que je le dise ou pas. Ouais. Ça doit rester privé. Non, mais si pour l'instant, j'ai posé, c'est sûr, c'est que je ne voterai pas pour une liste. Alors, j'ai beaucoup de considération pour certains colistiers d'Olivier Langevin et pour Olivier Langevin lui-même. En sens inverse, Olivier Langevin aurait été devant. Je pense, malgré la présence de Magali Vialon, j'aurais peut-être soutenu. Mais parce que il y a des gens très bien mais ils ont été quand même liquidés dans la fusion. Ils ont été liquidés. Il faut faire de la place. Elsa Française qu'on met avant-dernière. Enfin, c'est juste indécent. Enfin, cette femme, je la connais, elle a de la valeur. Elle s'est investie à Saint-Étienne. Elle est venue habiter à Saint-Étienne. Enfin bon. Et je peux pas oublier que dans sa liste,
de premier tour, il y a quand même des gens qui sont venus m'insulter sous le balcon de ma permanence et qui m'ont insulté. Et heureusement que la police était là, sinon j'allais me prendre une bonne raclée par des individus. Donc ça, je ne peux pas l'oublier. 2-3 petites questions avant de terminer. Comment vous expliquez que le Front National a disparu à Saint-Étienne? C'est la candidate ou c'est les idées? Saint-Étienne a toujours mieux résisté au RN que la périphérie, notamment Clandenne et le GIE, parce que c'est une ville que, globalement, le vivre ensemble, même s'il connaît quelques exceptions, ça se passe plutôt pas mal, parce que les gens qui supportent pas la cohabitation avec certaines populations, il y a longtemps qu'ils sont partis de la ville. Hein. Ils sont dans la plaine. Donc, d'ailleurs, il y a des communes de la plaine où il n'y a pas le début d'un descendant d'immigrés et ils votent RN. Hein, parce qu'ils imaginent, enfin, moi je me souviens à l'époque où on a démoli la muraille de Chine, tout le monde les voyait à Saint-Marcelin, à Bonson ou je ne sais pas où. Hein, alors que les gens de la muraille de Chine, ils n'avaient rien à faire à Bonson ou Saint-Marcelin. Non, c'est une élection d'abord locale. Hein, et bon, la candidate, je pensais honnêtement qu'elle ferait beaucoup plus. Ah, moi aussi. Je pensais qu'elle ferait, parce qu'elle est, elle est assez habile. Mais le contexte aussi a fait qu'il n'y a eu que 37% de... C'est cette histoire de coronavirus qui a tout chamboulé, je pense. Oui, et pour moi, qui donne un tour qui n'est pas légitime. Moi, pour moi, il faut les refaire les 2 tours. Je pense qu'il y a eu une vraie ânerie de faire le premier tour. Ah, je l'ai dit aussi. Et là, je ne comprends pas. Alors, Macron, là, ça a été un bleu là-dessus. Je comprends parce qu'il a cédé à Larcher et à Jacob. Alors bon, Larcher, il pouvait faire un recours aussi. Et si le recours aboutissait, parce que c'était... Et puis, je rappelle quand même que ceux qui ont critiqué l'élection étaient les mêmes qui disaient que ça serait un déni de démocratie si le premier tour était reporté. Pour moi, en février... Mais ça a été une ânerie. On aurait dû dire les élections municipales, on les reporte au moins de 6 mois. On verra au mois de septembre. Oui. Il n'y avait rien qui pressait. Oui, je pense qu'il fallait faire ça. D'ailleurs, les électeurs, ils se sont précipités pour réélire leur maire. Ceux qui sont allés voter. Enfin, tous les maires qui avaient fait le boulot, ils ont été réélus au premier tour, tous. Il y a à peu près tout le monde dans la Loire, sauf Firmini. Oui, alors dans les grandes villes, c'est plus compliqué, c'est plus politique. Mais ça a été une ânerie. Et je pense que... Alors maintenant, personne critique le deuxième tour, à part quelques insoumis perdus. Mais le Premier ministre aurait dû faire voter le Parlement là-dessus. Parce que les gens, enfin les élus, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités devant la nation. Parce que dire une chose, faire le contraire, et puis dénoncer ce qui a été fait, ça peut pas le faire. Hein. C'est encore une fois... Ça déconsidère la politique. Un truc incohérent. Ça déconsidère les politiques. Tout à fait. Et il y avait une ambiance qui était pas terrible, hein, les bureaux. Moi, je n'ai pas tenu de bureau de vote. Hein. Mais pour ceux, j'y suis allé parce qu'il y en avait qui tenaient les bureaux de vote. Je n'ai pas noté beaucoup d'opposition. Hein. En Marche avait fourni un certain nombre d'assesseurs. Le RN ne fournit jamais d'assesseurs. Mais bon, les résultats sont de fait faussés. Mais bon, ceux qui seront élus, ils seront élus démocratiquement, qu'ils nous plaisent ou qu'ils ne nous plaisent pas. Tout à fait. Jean-Luc Gagnère, votre avenir, c'est quoi? Mon avenir... C'est le jardinage ou c'est encore un peu de politique? La politique, c'est ma passion, depuis que je suis tout petit. Donc, moi, je suis issu d'une famille... On va vous revoir sur des listes, sur des candidatures, ou vous serez dans l'ombre? J'ai plus de responsabilité aujourd'hui. La politique, ça me passionne. Et je dois dire que des fois, ça me démange. On voit ça sur Twitter. Non, mais ça me démange. Bon, vous voyez pas tout, parce que j'ai aussi des accès directs à un certain nombre de responsables de ce pays. Et quand ça déconne, je leur dis. Parce que quand j'ai décidé de ne pas me représenter, j'avais dit à quelques-uns, et notamment aux plus haut placés, que moi, comment dire, j'étais un soutien, mais un soutien critique. Je ne suis pas un béni oui-oui qu'on va amuser avec... Pourtant, il ne faut pas trop critiquer, sinon on est vite blacklisté. Non. Je pense que quand on a des amis et quand on croit à une cause, on n'est pas obligé d'être un courtisan qui cire les pompes. Vous n'êtes pas à la recherche d'un poste, donc vous êtes libre. Non, mais je pense, d'abord, je ne me suis jamais comporté comme ça. Et ce n'est pas maintenant que ça va commencer. Donc,
je contribuerai à la mesure de mes moyens pour faire gagner l'avenir, parce que bon, il va y avoir beaucoup d'échéances. Hein, les départementales, bon, moi j'y crois pas. On a compris. Je m'en fiche. Les régionales, à la limite, bon. Les régionales, ça peut vous intéresser. Ce qui va se passer en région, ça va m'intéresser. Je dis pas les régionales, mais ce qui va se passer en région, ça va m'intéresser parce que ça me navre de voir une très belle région qui a été quand même mise à mal par Wauquiez. Enfin, il se trouve que les directeurs qui bossaient avec moi, ils sont restés après l'arrivée de Wauquiez. Hein, parce qu'ils étaient très bons. Bon, ils ont fini par partir. Et le service de l'économie, il y avait 15 places de cadres qui n'étaient pas pourvues. Parce que les gens, ils se sont tirés tellement ils étaient mauvais. Enfin, mauvais et revanchards. Donc, moi, ça me navre. Parce que la République, c'est aussi respecter ceux qui étaient avant. Quand on est arrivé à la région, on n'a pas démoli tout ce qu'avait fait Compagnie. Et on a assumé, on a réformé, bien sûr, parce que tout ce qu'elle faisait n'était pas bien. Je pense que si on prend le cas de des municipalités de Saint-Étienne, bon, tout ce qu'a fait Thiollière, c'est pas nul. Parce qu'on est très content d'avoir un Zénith qui a cette allure, on est très content d'avoir la Cité du Design, on est très content, bon. Et ceux qui, à l'époque, critiquaient la deuxième ligne de tram, etc., et qui l'ont inauguré, enfin, pas la deuxième ligne de tram, le Zénith, je me souviens de l'inauguration, c'était quand même... C'était assez triste, quelque part. Parce que Thiollière, qui s'était beaucoup engagé, qui a même beaucoup endetté la ville là-dessus, il n'a même pas été cité. Il n'a même pas été invité sur la scène. Je suis désolé, c'est lamentable. Parce que c'est lui qui était allé chercher Foster. Et il y a une chaîne entre les anciens et les nouveaux. Et bon, moi, si je peux contribuer à la chaîne, pour que les nouveaux, ils ne croient pas que le monde a commencé avec eux. Non, parce que c'est ça le problème. Avant nous, il y a eu des gens qui ont fait des choses, bien, mal, on en a hérité, et on a essayé de... C'est ce que j'essaie d'expliquer, qu'avant nous, il y a eu des gens qui ont eu de la sueur pour Saint-Étienne. Par exemple, là, quand on voit ce qui se passe sur le racisme, qu'on remet en cause autant d'emporte le vent, qu'on déboulonne la statue de Christophe Colomb, bon, bien sûr que quand on regarde bien... il faut aller vite détruire le Colisée à Rome, hein, parce qu'il a été construit par des esclaves. Il est déjà bien abîmé quand même. Oui, non mais il faut finir de le démolir, il faut enlever toute trace. Là, vous provoquez une guerre civile. Là, non, mais on n'a qu'à aller démolir les restes de l'aqueduc du Gier, le théâtre de Fourvière. Oui, mais parce que ça a été construit par des esclaves. On est les héritiers de ça. Si je peux me permettre, je pense que tous ces gens-là qui sont en train de débouliner tout ça, je ne critique pas, mais ils sont en train de nous préparer des gouvernements de totalitaires qui vont arriver. Oui, l'armée, des généraux, c'est eux qui vont prendre le pouvoir avec leurs conneries. Et on y va tout droit. Enfin, bon, moi, ça mettra peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans. L'armée sera de retour. Peut-être pas l'armée, mais en tout cas, ça sera un gouvernement fort parce qu'il y a une majorité silencieuse qui veut un pouvoir qui mette de l'ordre. Regardez en 68. Hein. Oui, alors bon. Qu'est-ce que les gens ont voté après ? C'était pas l'armée. Oui, mais enfin, après la Révolution, il y a eu le meilleur allié de Le Pen, c'est Mélenchon. Oui, mais c'est devenu n'importe quoi. Oui, mais ça exaspère tellement les gens. Enfin, moi, je veux bien qu'on court derrière les gilets jaunes un moment. Après, la famille Traoré, bon, qui n'est pas quand même recommandable. J'ai pas étudié les dossiers, je veux pas les étudier. Non, mais j'ai une fille dans la police, donc je respecte tout le monde. Mais j'ai l'impression que des gens comme le général de Villiers, là, on est en train de leur ouvrir des portes. Oui, mais enfin, bon, moi, je ne souhaite pas ça pour mon pays. Moi non plus, entre les racistes et les racisés, je pense qu'il y a une voie démocratique. Mais que tout le monde se respecte et qu'on arrête avec la couleur de peau et la connerie. Là, France Info, j'ai réagi ce matin. Ils parlent du premier noir qui accède à des très hautes responsabilités dans l'armée de l'air. Enfin, ce qui le caractérise, c'est pas qu'il soit noir. C'est qu'il soit compétent. C'est qu'il soit compétent. Mais quand on relègue les gens à leur couleur de peau, à leur religion, je sais pas quoi, mais c'est tous ceux, c'est ce contre quoi j'ai toujours combattu. Mais c'est une aberration. Et aujourd'hui, je suis effaré. Moi, j'ai pas à connaître la religion, les convictions de quelqu'un. Après, il y a des gens très bien de partout. Et puis, il y a des véritables salauds qui aussi de partout. Ouais, alors, heureusement, les salauds sont encore minoritaires. Les salauds, il faudrait peut-être les cadrer et puis leur donner un peu d'éducation et puis leur faire comprendre qu'il y a différentes voies pour être moins salauds. Mais en tout cas, ce qui se passe, je veux bien. C'est comme
bon, on peut pas nier le passé. Ils font partie de notre histoire. Et il vaut mieux savoir ce qu'ils ont fait. Et c'était d'autres époques aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Voilà, c'est comme ceux qui se sont découverts résistants en 1944. Hein. Ah, il y en a beaucoup, oui. Oui. Mais on n'oublie pas que, par exemple, qu'à Saint-Étienne, quand le jour du débarquement en Normandie, il y avait des milliers et des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui acclamaient Pétain. Est-ce qu'on n'aurait pas fait pareil si on était là, nous? Peut-être. Voilà, c'est ça la question. Peut-être. C'est facile 50 ans après. Hein. Oui, peut-être. Voilà. Mais on ferme sa gueule derrière. Ah et on va pas faire la leçon aux autres. Ah non, mais les donneurs de leçons, il y en a un peu trop, je crois, en 2020. Et bon, après, il y a eu, en France, pour cette époque, il y a eu énormément de héros anonymes. Écoutez, qui n'ont pas fait de la haute résistance, mais qui ont été des héros anonymes. Il y a eu beaucoup de juifs déportés, mais pas autant que ce qu'il aurait pu y avoir. Vous savez, les héros, il y en a les pleins réseaux sociaux. Mon grand-père, qui était un très grand ami à M. Théophile Massa, à l'époque, je lui ai dit pendant 20 ans, explique-moi la résistance. On m'avait dit qu'il était dans la résistance. Il m'a dit, il n'y a rien à dire. Oui, il ne parlait pas. Les vrais résistants, il ne parlait pas. Et il ne m'a jamais rien dit là-dessus. Vous savez, moi, je trouve que mon épouse est fille de républicain espagnol. Hein. Son grand-père a été fusillé avec son oncle devant sa mère. C'est des gens qui n'en parlaient jamais. Mon beau-père, je n'entendais pas parler de la guerre civile. 36. J'ai compris, après qu'il soit mort, en allant dans son village, que son frère qui s'était engagé dans l'armée de la République, poussé par lui, a été abattu par les franquistes. Sombre histoire aussi. Là. Et donc, moi je veux bien qu'on me fasse la leçon, plus à gauche que moi tu meurs, mais en fait, quand on regarde le comportement de ces gens dans la vie de tous les jours, quand on voit par exemple, j'étais dans l'éducation nationale, que ceux qui tenaient le discours le plus à gauche, c'était les plus, les moins solidaires avec les enfants qui venaient issus de l'immigration, les enfants de gens qui n'avaient pas les plus modestes. C'est le donneur de leçons. Oui, c'est les donneurs de parce qu'il y a des gens, de droite qui sont tout à fait honorables. Ah, mon père était plutôt gaulliste. Il y a des gens bien partout. Moi, j'ai vu des gens pleurer à son enterrement, hein, parce que il était authentiquement, c'était un gaulliste social. Enfin, il n'était pas encarté, hein, mais en 68, lui, il a voté De Gaulle. Hein. J'ai pas pu voter, je venais juste de... Oui, mais bon, moi, je me souviens en 68 du discours du général De Gaulle. J'avais écouté ça. On était sur la place d'Hôtel de Ville, qui était un parking. Et à l'époque, on gardait sa voiture pour pas se faire siphonner le réservoir. Hein. Et mon père avait voulu écouter le général de Gaulle, qui avait dissous l'Assemblée nationale. Bon, j'y comprenais rien, j'étais en 6e. Moi, hein. Mais de Gaulle n'avait pas compris l'évolution de la société. Mais ça n'a pas empêché d'être un grand dirigeant pour ce pays. Mais voilà. Il y a des gens... D'ailleurs, une fois, il était dans un train, un compartiment. Et alors, des gens... il tenait des grands discours de gauche, puis il y a quelqu'un maghrébin qui est rentré avec sa femme, et là, le ton a changé. C'était que des remarques désagréables, parce que d'un point de vue théorique, c'est bien, mais après, tous ces gens bien là qui habitent dans les beaux quartiers, moi j'habite un quartier populaire, hein, et j'ai pas changé en étant élu et député. Non, mais bon, c'est l'humain. C'est l'humain. Il faut pardonner aussi à beaucoup de choses aux gens et on fait tous des erreurs, on fait des mauvais choix. Heureusement, parce que les purs à la mode Robespierre, ce sont des dangereux. Heureusement qu'on est plein de défauts. Et on fait ce qu'on peut des fois. On essaie de se corriger tout doucement. Voilà. Il faut toujours tirer les leçons du passé. En tout cas, Jean-Luc Gagnère, on va vous libérer. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Très bien. Vous avez découvert un nouveau média qui s'appelle Droit Citoyen. Nous, on est donc diffusé du lundi au vendredi à 19h15 sur la web radio. Et cette émission, elle est rediffusée également sur tous les réseaux sociaux. Alors, je ne suis pas encore trop moderne, mais je sais qu'on est sur Twitter, on est sur Facebook, on est sur les podcasts. Enfin, on est partout. Et ceux qui ne m'aiment pas, ils n'ont pas fini de me voir. Il va falloir, comme disait Coluche, vraiment qu'ils tournent le bouton. Bon, moi, je vais regarder le nombre d'auditeurs. Hein, ou de... Oui, mais il ne faut pas trop s'y fier, paraît-il. Parce que les statistiques... Ça compte pas? Ça compte bien sûr, mais c'est des statistiques. Quelqu'un qui vient juste 10 secondes, il est compté. En tout cas, moi, je tiens à vous remercier pour aujourd'hui et pour tous ceux que vous avez invités avant moi. Et j'espère beaucoup d'autres. Parce que c'est important qu'il y ait des médias alternatifs. Parce qu'il y a une telle concentration des médias qui s'en tient quand même qu'à la surface des choses. Prendre le temps de discuter, d'aller au fond des choses et pas uniquement extraire les petites phrases assassines.
C'est le clic. Oui, mais bon, tout le monde en joue parce que celui qui est interrogé, il le sait. Donc, évidemment, il va en profiter. Et comme l'autre n'attend que ça, on peut s'amuser longtemps comme ça. Mais on est dans un moment où les gens, ils ont besoin de réfléchir, ils ont besoin qu'on leur dise la vérité et qu'on ne fuit pas ses responsabilités. Ils ont besoin de dialoguer aussi, échanger des idées et se rendre compte que même en disant les choses différemment, on arrive au même résultat. Et ça, quand j'étais référent d'En Marche, je le répétais parce que c'est une génération de geeks. Hein. Et je leur disais, vous savez, des fois, c'est beaucoup mieux de voir les gens en face, de prendre un verre avec eux ou de faire une petite rencontre que de toujours passer par les réseaux sociaux. Ben vous leur dites c'est désincarné. À vos députés En Marche qui sont les bienvenus. Ah ben les députés, ça va. Maintenant, ils ont tous appris. Les députés. Ils sont les bienvenus. Ok. Très bien. Bonne continuation. Merci et bonne chance. Bonne retraite. Et puis nous, on se retrouve demain avec un sénateur. On reçoit Jean-Claude Tissot qui va sûrement nous parler de socialisme aussi. D'accord. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Rendez-vous avec tout Gilles Charles, en long et en large sur Droit Citoyen. Nous avons besoin de vous. Droit Citoyen est le média qui redonne la parole aux citoyens. Libre et citoyen. Droit Citoyen est avant tout un projet étudiant. Nos intervenants stagiaires et bénévoles sont des étudiants en journalisme, en droit et en communication. Soutenez Droit Citoyen à partir d'€1 par mois. Une aide ponctuelle ou mensuelle. C'est vous qui décidez. Donnez des ailes à Droit Citoyen. Rendez-vous dès maintenant sur www.jesoutiendroitcitoyen.fr. Financement participatif via Tipeee ou défiscalisé via helloasso.com. Mention obligatoire sur jesoutiendroitcitoyen.fr.